Restée seule avec un enfant, elle s'est battue pour leur avenir. Bon retour et profiter de l'histoire. Sitigna a trouvé la note à côté d'un tiroir à moitié vide et d'un silence qui ressemblait à un cri. « Je ne suis pas prêt pour ça, je suis désolé. » Pas de signature, pas d'adieu, juste un berceau, un bébé et un monde qui semblait soudain trop grand. Elle regarda son fils, à peine âgé de quelques mois, et murmura « On dirait que c'est juste nous maintenant. » Les doigts tremblants, Sitigna relut la note pour la 10e fois, espérant y découvrir un indice, une explication, n'importe quoi qui puisse donner un sens à cette trahison. La petite chambre de leur appartement parisien semblait soudain étrangère, comme si les murs eux-mêmes s'étaient éloignés. Thomas était parti, sans avertissement, sans discussion, juste une note froide laissée sur la commode, comme on abandonnerait un vieux manteau dont on ne veut plus. Mathis gémit doucement dans son berceau, ses petits poings s'agitant dans l'air comme s'il sentait déjà le vide laissé par son père. À 23 ans, Sitigna n'avait jamais imaginé se retrouver mère célibataire. Elle avait grandi dans une famille stable, avec des parents aimants, qui l'avaient toujours soutenue, mais qui vivaient maintenant à Marseille, trop loin pour l'aider au quotidien. Elle et Thomas s'étaient rencontrés à l'université et leur relation avait été un tourbillon de passion et de promesses. La grossesse n'était pas prévue, mais ils avaient décidé d'affronter cette aventure ensemble. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru. « Comment peut-on abandonner son propre enfant ?» murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle n'avait pas le luxe de s'effondrer, pas avec Mathis qui dépendait entièrement d'elle. Essuyant rageusement ses larmes, Sitigna prit son fils dans ses bras, le berçant doucement contre sa poitrine. « Ne t'inquiète pas, mon petit cœur », chuchota-t-elle en déposant un baiser sur son front duveteux. « Maman est là, je serai toujours là. » Dans la cuisine minuscule, elle prépara machinalement un biberon, son esprit oscillant entre panique et détermination. Son contrat de stage en communication venait juste de se terminer, et elle avait prévu de chercher un emploi stable pendant que Thomas continuerait ses études d'ingénieur. Il s'était organisé pour alterner les horaires, pour éviter les frais de garde qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Maintenant, tout leur plan s'effondrait comme un château de cartes. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était sa mère, appelant pour prendre des nouvelles comme chaque dimanche. Sitigna hésita, son doigt tremblant au-dessus de l'écran. Comment annoncer cette nouvelle? Comment expliquer que l'homme qu'ils avaient accueilli dans leur famille avait fui ses responsabilités comme un voleur dans la nuit? La honte et la douleur lui nouaient la gorge. Finalement, elle laissa l'appel passer, incapable d'affronter la pitié qu'elle entendrait inévitablement dans la voix de sa mère. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer, pour élaborer un plan. Sitigna n'était pas du genre à demander de l'aide facilement, préférant résoudre ses problèmes seule. Cette fierté, qu'il avait parfois desservie par le passé, serait peut-être son salut aujourd'hui. « On va s'en sortir !» dit-elle à Mathis qui la fixait de ses grands yeux bleus, inconscient du drame qui se jouait. « Je te le promets, ce ne sera pas facile, mais on y arrivera. » Cette nuit-là, après avoir couché Mathis, Sitigna s'assit à la table de la cuisine, une feuille blanche devant elle. Méthodiquement, elle commença à lister toutes ses options, toutes les ressources dont elle disposait. Son diplôme en communication, ses économies limitées, le soutien potentiel de sa famille et de quelques amis proches. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un point de départ. Au petit matin, son plan était clair. Elle devrait abandonner l'appartement qu'elle ne pouvait plus se permettre seule, trouver un travail qui lui permettrait de s'occuper de Mathis et se battre pour obtenir une place en crèche municipale. En attendant, elle tenterait de survivre grâce à des petits boulots qu'elle pourrait faire depuis chez elle. Le soleil se levait sur Paris, illuminant les toits d'ardoise que l'on apercevait depuis la petite fenêtre de leur appartement. Sitigna regarda la ville s'éveiller, sentant un mélange de terreur et de détermination montant en elle comme une vague. Sa vie venait de changer irrémédiablement, mais une chose était certaine. Pour Mathis, elle serait prête à affronter n'importe quel obstacle
L'aube marquait le premier jour de leur nouvelle vie, une vie à deux où chaque victoire, aussi petite soit-elle, serait le fruit de son courage et de sa persévérance. Elle ne savait pas encore à quel point ce chemin serait difficile, ni quelles épreuves l'attendaient. Mais Cythina était déterminée à prouver que l'abandon de Thomas ne les définirait pas. Leur histoire ne faisait que commencer. Le déménagement fut plus rapide que prévu. En l'espace de 2 semaines, Cythina avait trouvé un minuscule studio dans le 18e arrondissement, bien loin du confort de leur ancien appartement. L'endroit était exigu, à peine 20 mètres carrés, avec une kitchenette dans l'entrée et une salle de bain si petite qu'on pouvait à peine s'y retourner. Mais le loyer était abordable, et le propriétaire n'avait pas sourcillé à l'idée d'un bébé, ce qui relevait presque du miracle dans le marché immobilier parisien. La seule fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre, où le soleil ne pénétrait que quelques heures par jour. Mais Cythina s'efforçait de voir le bon côté des choses. Ils avaient un toit, ils étaient ensemble, et c'était un nouveau départ. Les premiers jours furent un tourbillon d'adaptation. Chaque centimètre carré devait être optimisé, chaque objet avait sa place précise. Le berceau de Mathis occupait un coin de la pièce principale, près du canapé-lit qui servait désormais de chambre à Cythina. Les jouets, les couches, les vêtements, tout devait être rangé méticuleusement pour que l'espace reste vivable. Au-delà des défis logistiques, c'était la solitude qui pesait le plus. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Quand Mathis se réveillait en pleurant et que Cythina n'avait personne pour la relayer, personne pour partager ces moments d'épuisement où le sommeil devenait un luxe inaccessible. Elle se surprenait parfois à parler toute seule, juste pour entendre une voix adulte dans l'appartement. Un matin, alors qu'elle changeait Mathis, son téléphone sonna. C'était sa mère, qu'elle avait finalement appelée pour lui annoncer la situation. Eliane avait immédiatement proposé de venir à Paris, ou que Cythina retourne vivre à Marseille, mais la jeune femme avait refusé. Elle ne voulait pas être un fardeau, ni abandonner les quelques contacts professionnels qu'elle avait réussi à établir dans la capitale. « Comment va mon petit-fils préféré aujourd'hui » demanda Eliane avec une chaleur qui fit monter les larmes aux yeux de Cythina. « Il va bien, maman. Il commence à sourire beaucoup plus. »« Et toi, ma chérie ? Tu tiens le coup ?» Cythina hésita, tiraillée entre son désir de paraître forte et le besoin de partager son épuisement. « Ça va, j'ai postulé pour plusieurs emplois cette semaine, mais rien pour l'instant. Tu sais que ton père et moi pouvons t'aider financièrement en attendant que tu trouves quelque chose de stable. » « Je sais, maman, mais j'aimerais essayer de m'en sortir seule d'abord. C'est important pour moi. » Il y eut un silence au bout de la ligne, puis Eliane soupira. « Tu as toujours été têtue, exactement comme ton père, mais promets-moi d'appeler si les choses deviennent trop difficiles. »« Je promets. » Après avoir raccroché, Cythina sentit un poids sur sa poitrine. La fierté était une chose, mais la réalité commençait à la rattraper. Ses économies fondaient comme neige au soleil, et les entretiens d'embauche étaient compliqués à organiser avec un bébé. Les employeurs se montraient réticents dès qu'ils apprenaient sa situation. Elle familiale, craignant les absences et le manque de flexibilité. Un soir, alors que Mathis s'était enfin endormi après une journée particulièrement difficile, Cythina fouilla dans sa boîte à souvenirs et en sortit une vieille photo. Elle et Thomas, souriant, lors d'un week-end à la mer, quelques mois avant la naissance de Mathis. Il semblait si heureux, si insouciant. Que s'était-il passé? À quel moment avait-il décidé que cette vie n'était pas celle qu'il voulait? Avait-elle manqué des signes, des indices qui auraient pu la préparer à cet abandon? La colère et la tristesse se disputaient dans son cœur. Elle aurait voulu le haïr, mais une partie d'elle se demandait encore s'il reviendrait un jour, s'il regretterait son choix. Cette pensée la rendait furieuse contre elle-même. Comment pouvait-elle encore espérer quoi que ce soit de la part d'un homme qui les avait abandonnés sans un regard en arrière? Déchirant la photo en petits morceaux, elle se promit de ne plus regarder en arrière. Thomas avait fait son choix, et maintenant elle devait faire le sien, avancer pour Mathis, pour leur futur à tous les deux.
C'est dans cet état d'esprit qu'elle créa, le lendemain, une petite annonce proposant ses services en tant que rédactrice freelance. Pendant les siestes de Matisse, elle pourrait travailler depuis chez elle, évitant ainsi les frais de garde. Ce n'était pas idéal, mais c'était un début, une façon de reprendre le contrôle de leur vie. Le soir venu, elle berça Matisse en lui murmurant des mots d'amour et de courage. « Tu vois, mon cœur, parfois la vie nous enlève des choses, mais elle nous en donne d'autres en retour. Sans ton père, nous sommes plus forts, plus libres de devenir qui nous voulons être. » Elle ne savait pas si ces mots étaient pour Matisse ou pour elle-même, mais ils résonnaient comme une promesse, un engagement envers l'avenir qu'ils construiraient ensemble, pierre par pierre, jour après jour. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les semaines passaient et Sitigna s'adaptait progressivement à sa nouvelle vie. Sa petite activité de rédaction freelance commençait à porter ses fruits, même si les revenus restaient modestes et irréguliers. Elle avait trouvé quelques clients fidèles qui appréciaient son travail et sa réactivité, malgré les contraintes liées à sa situation de mère célibataire. Un matin de printemps, alors qu'elle promenait Matisse dans le petit parc près de chez eux, elle remarqua une affiche sur le panneau communal. Recherche vendeuse à temps partiel, horaire, flexible, boutique de vêtements pour enfants. L'annonce semblait presque trop belle pour être vraie, mais Sitigna nota rapidement l'adresse sur son téléphone. Une opportunité comme celle-ci ne se représenterait peut-être pas de sitôt. La boutique, les petits trésors, était située dans une rue commerçante du quartier. De l'extérieur, elle paraissait chaleureuse et accueillante, avec des vitrines colorées exposant de jolis vêtements pour enfants. Sitigna hésita un instant, ajustant la poussette de Matisse et vérifiant son apparence dans le reflet de la vitrine. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, et son maquillage était minimaliste. Elle aurait aimé faire meilleure impression, mais elle n'avait pas le luxe d'attendre. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte de la boutique, faisant tinter la petite clochette suspendue au-dessus de l'entrée. « Bonjour !» lança une voix chaleureuse depuis le fond du magasin. Une femme d'une 50aine d'années s'avança vers elle, son visage s'illuminant à la vue de Matisse. « Oh, quel adorable petit garçon !»« Bonjour !» répondit Sitigna avec un sourire nerveux. « J'ai vu votre annonce pour le poste de vendeuse. »« Ah, vous êtes intéressée ? Je m'appelle Gisèle, je suis la propriétaire. » La femme lui tendit une main que Sitigna serra avec gratitude. « Et ce petit bonhomme, comment s'appelle-t-il ?»« Matisse, il a bientôt 6 mois. » Gisèle hocha la tête, son regard passant de la mère à l'enfant avec bienveillance. « Venez, nous pouvons discuter pendant que je prépare le thé. Vous prendrez bien une tasse. » À la surprise de Sitigna, l'entretien se déroula de manière informelle et chaleureuse, plus comme une conversation entre amis que comme une évaluation professionnelle. Gisèle semblait comprendre les défis auxquels faisait face une jeune mère seule, peut-être parce qu'elle-même avait traversé des épreuves similaires, comme elle le laissa entendre à demi-mot. Les horaires seraient de 10h à 15h, 3 jours par semaine, expliqua Gisèle. Ce n'est pas beaucoup d'heures, je sais, mais je peux être flexible en fonction de vos besoins. Sitigna sentit l'espoir grandir en elle. Avec ce travail, elle pourrait compléter ses revenus de freelance, tout en ayant encore du temps pour s'occuper de Matisse et gérer ses projets de rédaction. Et pour votre fils, je comprends que la garde peut être un problème. Gisèle hésita un instant. Ma boutique a une petite arrière-boutique que j'ai aménagée en coin repos. Si vous n'avez pas d'autre solution, Matisse pourrait rester là pendant vos heures de travail, tant qu'il n'est pas trop bruyant. Bien sûr, c'est temporaire, jusqu'à ce que vous trouviez une place en crèche. Les yeux de Sitigna s'embuèrent de larmes qu'elle retint avec difficulté. Cette proposition dépassait toutes ses espérances. Je ne sais pas quoi dire. C'est extrêmement généreux de votre part. Gisèle balaya ses remerciements d'un geste de la main.
Nous, les femmes, devons nous serrer les coudes, n'est-ce pas? Quand pourriez-vous commencer? Immédiatement, répondit Sitinia sans hésitation. 2 jours plus tard, elle commençait son nouveau travail. La boutique était un endroit chaleureux, fréquenté par des parents du quartier à la recherche de vêtements de qualité pour leurs enfants. Sitinia apprit rapidement à connaître les produits, à conseiller les clients et à gérer la caisse. Gisèle se révéla être une patronne compréhensive et patiente, toujours prête à donner un coup de main quand Mathis réclamait l'attention de sa mère. Ce nouveau rythme de vie, bien que chargé, apportait à Sitinia une stabilité qu'elle n'avait pas connue depuis le départ de Thomas. Pour la première fois depuis des mois, elle commençait à se sentir capable d'affronter l'avenir avec confiance. Cependant, cette période d'accalmie fut de courte durée. Un matin, alors qu'elle préparait Mathis pour l'emmener à la boutique, elle reçut un appel qui fit chanceler son monde à nouveau. C'était la propriétaire de son studio, l'informant que l'immeuble avait été vendu et que tous les locataires devaient quitter les lieux dans les 3 mois. Une compensation financière minime était proposée, mais cela ne changeait rien au fait qu'elle devrait trouver un nouveau logement dans un délai très court, dans un marché immobilier parisien impitoyable. Accrochée au téléphone, Sitinia sentit la panique l'envahir. Où irait-il? Comment trouverait-elle un appartement abordable, avec un bébé et des revenus encore précaires? Paris semblait soudain hostile. Une ville de verre et de béton qui n'avait aucune pitié pour ceux qui luttaient à ses marges. Mathis, sentant l'anxiété de sa mère, commença à pleurnicher. Sitinia le prit dans ses bras, le berçant doucement, tout en essayant de calmer sa propre respiration. « Ça va aller, mon cœur », murmura-t-elle, autant pour lui que pour elle-même. « On trouvera une solution. On en trouve toujours une. » Mais cette fois, la solution semblait hors de portée. Les jours suivants, elle passa chaque minute de son temps libre à parcourir les annonces immobilières, à appeler des agences, à visiter des appartements qui étaient soit hors de prix, soit dans un état lamentable. À chaque refus, à chaque porte qui se fermait, sa détermination s'effritait un peu plus. Un soir, après une journée particulièrement décourageante, elle s'effondra sur son canapé-lit épuisée et désespérée. Mathis dormait paisiblement dans son berceau, inconscient des tourments de sa mère. Sitinia se permit alors de faire ce qu'elle s'était interdit depuis des mois, pleurer ouvertement, sans retenue, laissant échapper toute la pression accumulée. C'est dans cet état que Gisèle la trouva, après avoir frappé à sa porte et utilisé la clé de secours que Sitinia lui avait confiée. La propriétaire de la boutique était venue apporter un petit cadeau pour Mathis et se retrouvait maintenant témoin de la détresse de sa jeune employée. « Oh, ma pauvre petite !» murmura Gisèle en s'asseyant à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour de ses épaules. « Raconte-moi ce qui se passe. » Entre 2 sanglots, Sitinia expliqua la situation, la vente de l'immeuble, l'impossibilité de trouver un nouveau logement abordable, la peur de se retrouver à la rue avec son bébé. Gisèle l'écouta en silence, son visage exprimant une compassion sincère. Puis quand Sitinia eut fini de parler, elle lui serra la main avec fermeté. « J'ai peut-être une solution, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas idéal, mais ça pourrait vous dépanner le temps de trouver mieux. » Sitinia la regarda. Un fragile espoir naissant dans son cœur. Quelle solution? L'appartement au-dessus de la boutique. Il appartenait à ma mère, mais elle est en maison de retraite maintenant. Il est petit et un peu vieillot, mais il est meublé et le loyer serait raisonnable. Et tu serais juste au-dessus de ton travail. C'était comme si une bouée de sauvetage venait d'être lancée à Sitinia alors qu'elle se noyait. « Gisèle, je ne sais pas comment te remercier. » Pas besoin de me remercier. Parfois, la vie nous met sur le chemin des personnes qui ont besoin de nous, et vice-versa. C'est comme ça que l'on avance, en s'entraidant. Assise dans la pénombre de son petit studio, avec Gisèle à ses côtés et Mathis dormant paisiblement, Sitinia sentit une vague de gratitude l'envahir. Peut-être que les choses s'arrangeraient finalement. Peut-être que cette ville qui lui
avait semblé si froide et indifférente, cachait encore des âmes généreuses, prêtes à tendre la main quand on en avait le plus besoin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec un sentiment d'espoir. L'avenir restait incertain, mais elle n'était plus seule à l'affronter. Une semaine plus tard, Cytinia et Mathis emménageaient dans le petit appartement au-dessus de la boutique Les Petits Trésors. Comme l'avait prévenu Gisèle, l'endroit était modeste et décoré dans un style un peu désuet, avec des papiers peints fleuris et des meubles des années 80. Mais il était propre, fonctionnel, et surtout, il leur offrait un toit stable. Le plus grand avantage de ce nouveau logement était sa proximité avec le lieu de travail de Cytinia. Plus besoin de longs trajets en métro avec la poussette, plus de courses contre la montre pour récupérer Mathis. Elle pouvait simplement monter l'escalier à l'arrière de la boutique pour rentrer chez elle, et même passer voir son fils pendant sa pause déjeuner. Les jours s'écoulaient dans une routine qui, si elle restait exigeante, devenait de plus en plus gérable. Cytinia continuait à jongler entre son travail à la boutique et ses missions de rédaction freelance, profitant des siestes de Mathis et des soirées pour écrire. Son fils grandissait à vue d'œil, commençant à se tenir assis tout seul et à babiller joyeusement. Gisèle était devenue plus qu'une simple patronne ou propriétaire. Elle était une présence rassurante, une sorte de figure maternelle qui offrait conseil et soutien quand Cytinia en avait besoin. Elle gardait parfois Mathis quand Cytinia devait se rendre à un rendez-vous et lui apportait occasionnellement des plats faits maison, sachant que la jeune mère n'avait pas toujours l'énergie de cuisiner après une longue journée. C'est lors d'un de ces repas partagés que Gisèle aborda un sujet qui planait comme une ombre sur la vie de Cytinia. « Tu as des nouvelles du père de Mathis ?» demanda-t-elle doucement, tout en servant une généreuse portion de gratin dauphinois. Cytinia secoua la tête, un nœud se formant dans sa gorge. « Non, rien du tout. Il a complètement disparu de nos vies. » Et ses parents, les grands-parents de Mathis? Je ne les ai jamais vraiment connus. Thomas parlait peu de sa famille. Je sais qu'ils vivent quelque part dans le nord de la France, mais nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois, brièvement, et ils n'ont jamais semblé très intéressés par leur petit-fils. Gisèle hocha la tête pensivement. Tu sais, à un moment donné, tu devrais peut-être envisager de faire reconnaître officiellement tes droits, pour la pension alimentaire, entre autres. L'idée n'était pas nouvelle. Cytinia y avait pensé, bien sûr, mais quelque chose l'avait toujours retenu. La peur de réouvrir des blessures à peine cicatrisées, la crainte que Thomas ne conteste la garde de Mathis par pure méchanceté, ou pire encore, qu'il prétende vouloir jouer un rôle dans leur vie sans réel engagement. Je ne sais pas, Gisèle. D'un côté, cet argent nous aiderait énormément, mais d'un autre côté, tu as peur qu'il revienne dans votre vie et cause plus de dégâts, compléta Gisèle avec perspicacité. Exactement. Pour l'instant, nous nous en sortons. Pas brillamment, mais nous avons le nécessaire. Je me demande si ça vaut la peine de risquer notre équilibre pour quelques centaines d'euros par mois. Gisèle lui tapota la main avec affection. C'est à toi de décider, ma petite. Mais n'oublie pas que cet argent n'est pas pour toi. Il est pour Mathis. C'est son droit d'avoir le soutien financier de ses deux parents. Ces paroles résonnèrent en Cytinia longtemps après que Gisèle fut partie. Cette nuit-là, assise près du lit de Mathis, elle observa son fils endormi, réfléchissant à ce qui serait vraiment le mieux pour lui à long terme. Le lendemain matin, elle prit rendez-vous avec une assistante sociale pour discuter de ses options. La décision n'était pas facile, mais comme toujours, elle ferait ce qui était nécessaire pour assurer l'avenir de son fils. Juin arriva, apportant avec lui une chaleur étouffante qui transformait les rues parisiennes en fournaises d'asphalte. La boutique était climatisée, mais l'appartement au-dessus devenait rapidement étouffant dès que le soleil commençait à taper sur les toits en zinc. Cytinia avait installé des ventilateurs dans chaque pièce, mais cela ne suffisait pas toujours à combattre la canicule. Un mercredi après-midi particulièrement torride, alors que Cytinia terminait son service à la boutique, la porte s'ouvrit sur une silhouette qu'elle ne reconnut pas immédiatement. C'était un homme d'une trentaine d'années, grand
et mince, vêtu d'un costume malgré la chaleur. « Bonjour, je cherche Cytinia Moreau », dit-il d'une voix professionnelle presque détachée. « C'est moi », répondit-elle soudain méfiante. « À qui ai-je l'honneur ?» L'homme sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Maître Dupont, avocat, je représente Thomas Legrand. » Le nom de son ex-compagnon résonna comme un coup de tonnerre dans l'atmosphère paisible de la boutique. Cytinia sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer au comptoir pour ne pas chanceler. « Que me voulez-vous » balbutia-t-elle. « Monsieur Legrand a été informé de votre demande de pension alimentaire », expliqua l'avocat avec une politesse glaciale. « Il souhaite discuter de certains arrangements concernant son fils. » Cytinia eut l'impression qu'on venait de lui verser un seau d'eau glacée sur la tête. Comment Thomas avait-il été informé si rapidement? Elle n'avait consulté l'assistante sociale que la semaine précédente et aucune procédure officielle n'avait encore été lancée. « Son fils ?» répéta-t-elle, la colère montant en elle comme une vague. « Son fils qu'il a abandonné sans un regard en arrière il y a 8 mois. Ce fils-là ?» L'avocat ne se départit pas de son calme professionnel. « Monsieur Legrand reconnaît avoir pris des décisions regrettables sous le coup de la panique. Il souhaite maintenant assumer ses responsabilités. Eh bien, c'est un peu tard pour ça, vous ne croyez pas ?» Un léger mouvement à l'entrée de la boutique attira son attention. Thomas se tenait là, l'air embarrassé et mal à l'aise dans sa chemise froissée. Il avait maigri depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, et ses yeux portaient les marques d'une fatigue chronique. Pendant un instant fugace, Cytinia ressentit un élan de pitié, rapidement balayé par le souvenir des nuits blanches, des larmes et des luttes quotidiennes qu'elle avait dû affronter seule à cause de lui. « Cytinia » commença-t-il d'une voix hésitante, « je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais… »« Qu'est-ce que tu veux, Thomas ?» l'interrompit-elle sèchement. « Sois direct, pour une fois. » Il sembla tressaillir face à sa froideur, mais se reprit rapidement. « Je veux voir mon fils, et je veux qu'on discute d'un arrangement qui conviendrait à tout le monde. » « Tout le monde? Ou toi, Thomas? Parce que depuis 8 mois, tout le monde se résume à Mathis et moi, et on sort très bien sans toi. » Gisèle, qui avait discrètement observé la scène depuis l'arrière-boutique, s'avança. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Vous perturbez notre commerce. » L'avocat s'interposa. « Madame, nous ne sommes pas venus créer de problème. Mon client a des droits légaux en tant que père. »« Des droits ?» s'écria Cytinia, incapable de contenir sa colère plus longtemps. « Et les responsabilités, tu y as pensé quand tu es parti au milieu de la nuit? Quand j'ai dû déménager parce que je ne pouvais plus payer le loyer seul? Quand Mathis avait de la fièvre et que j'étais terrifié parce que je n'avais personne pour m'aider? » Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant, des larmes de rage et de douleur accumulées. Thomas baissa les yeux, visiblement secoué par l'explosion émotionnelle de son ex-compagne. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. » « Alors pourquoi revenir maintenant? Pourquoi remuer tout ça ?» Thomas hésita, jetant un regard nerveux à son avocat. « J'ai fait une erreur, Cytinia, la plus grosse erreur de ma vie, et je veux essayer de la réparer, si tu me laisses une chance. » Gisèle posa une main protectrice sur l'épaule de la jeune femme. « Je pense que cette discussion devrait se poursuivre à un autre moment, dans un cadre plus approprié. » L'avocat acquiesça. « Nous pourrions organiser une médiation si vous préférez, mademoiselle Moreau. » Cytinia essuya rageusement ses larmes. « Je n'ai pas besoin d'un médiateur pour dire ce que je pense. Tu veux voir Mathis? D'accord, je ne t'en empêcherai pas. Il a le droit de connaître son père, même si celui-ci l'a abandonné. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite les choses, Thomas. Et ne crois surtout pas que tu peux revenir dans nos vies comme si de rien n'était. » Une lueur d'espoir traversa le regard de Thomas. « Merci, Cytinia. C'est plus que ce que je mérite. » « En effet, » répliqua-t-elle sèchement. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Elle tourna les talons et se dirigea vers l'arrière-boutique, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. La porte de la boutique se referma derrière Thomas et son avocat, laissant un silence pesant. Gisèle la rejoignit quelques instants, plus tard lui tendant un verre d'eau fraîche.
Tu as été très courageuse. Je ne me sens pas courageuse, admit Cytinia. Je me sens terrifiée. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment, Gisèle. Et s'il essayait de me prendre Matisse? Et s'il faisait semblant de vouloir s'impliquer juste pour éviter de payer une pension? Je ne peux pas lui faire confiance, pas après ce qu'il a fait. Tu as raison de te méfier, confirma Gisèle, mais tu ne peux pas non plus vivre dans la peur. Il faut que tu sois préparé, que tu connaisses tes droits. Les jours suivants furent tendus. Thomas revint, comme prévu, pour rencontrer son fils. Cytinia avait insisté pour que cette première visite ait lieu chez elle, en sa présence. Observer les retrouvailles maladroites entre un père et le fils qu'il n'avait pas vu grandir fut une expérience surréaliste. Matisse, trop jeune pour comprendre la situation, observait ce nouveau visage avec curiosité, mais sans la moindre reconnaissance. Thomas semblait à la fois fasciné et intimidé par ce petit être qui partageait son sang, mais qui lui était totalement étranger. Il apporta des cadeaux, trop nombreux, trop luxueux, comme s'il essayait d'acheter l'affection qu'il n'avait pas su gagner naturellement. « Il est magnifique », murmura-t-il en regardant Matisse jouer avec un hochet. « Il... à tes yeux !» Cytinia ne répondit pas. Une partie d'elle voulait hurler, lui demander comment il avait pu manquer les premiers sourires de son fils, ses premiers gazouillis, comment il avait pu abandonner cette merveille. Une autre partie redoutait que cette soudaine apparition ne chamboule l'équilibre fragile qu'elle avait réussi à construire. « Pourquoi maintenant, Thomas ?» demanda-t-elle finalement, quand Matisse s'endormit pour sa sieste. « Qu'est-ce qui a changé ?» Il soupira, passant une main sur son visage fatigué. « J'ai touché le fond, Cytinia. Après vous avoir quitté, je croyais que je serais soulagé, libre, mais c'était tout le contraire. J'ai commencé à boire, à sortir, à essayer d'oublier ce que j'avais fait. J'ai perdu mon travail, mais, ami, et maintenant, tu te souviens soudain que tu as un fils ?» Son ton était plus triste que sarcastique. « Je n'ai jamais vraiment oublié, confessa-t-il, mais j'avais trop honte pour revenir. Et puis, il y a un mois, j'ai reçu une photo de Matisse que ta mère avait envoyée à mes parents. C'était comme recevoir un électrochoc. J'ai réalisé tout ce que je manquais, tout ce que je vous avais fait perdre à tous les deux. » Cytinia resta silencieuse, digérant ces informations. Sa mère ne lui avait jamais dit qu'elle avait contacté les parents de Thomas. Était-ce une trahison ou un acte d'amour, une tentative de reconstruire des ponts pour l'avenir de Matisse? « Je ne te demande pas de me pardonner, » continua Thomas. « Juste de me laisser essayer d'être un père pour notre fils. Je veux contribuer, financièrement bien sûr, mais pas seulement, je veux être présent. Et si je refuse, alors j'accepterai ta décision. Mais j'espère que tu ne le feras pas pour moi, mais pour Matisse. » Il baissa les yeux. « Tous les enfants méritent d'avoir deux parents qui les aiment. » Ces paroles touchèrent une corde sensible en Cytinia. Malgré sa colère et sa méfiance, elle ne pouvait nier la vérité de cette affirmation. Priver délibérément Matisse d'un père qui souhaitait désormais être présent serait-il juste, ou était-ce simplement sa propre douleur qui parlait? « Je ne sais pas, Thomas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Il hocha la tête, comprenant, apparemment qu'il ne pouvait pas en demander plus pour l'instant. Avant de partir, il laissa une enveloppe sur la table. « C'est pour Matisse, pour tous les mois où je n'ai pas été là. » Après son départ, Cytinia ouvrit l'enveloppe et y découvrit une somme considérable en liquide, ainsi qu'un chèque. C'était à la fois un soulagement et une insulte. Comme si l'argent pouvait effacer 8 mois d'absence, 8 mois de lutte. Cette nuit-là, allongée dans son lit, incapable de trouver le sommeil, Cytinia réfléchit à la décision qu'elle devait prendre. Thomas semblait sincère dans son repentir, mais pouvait-elle lui faire confiance? Et quelles seraient les conséquences? Si elle refusait de lui accorder une seconde chance, la réponse n'était pas simple, et elle savait que quelle que soit sa décision, elle devrait vivre avec ses conséquences pendant très longtemps. Dehors, la chaleur de l'été parisien pesait sur la ville endormie, tandis que dans un petit appartement au-dessus d'une boutique de vêtements pour enfants, une jeune mère luttait avec des questions auxquelles aucun manuel de parentalité ne pouvait répondre. À l'aube du lendemain,
Sitigna n'avait toujours pas trouvé le sommeil. L'aube se levait lentement sur Paris, colorant le ciel d'une teinte rosée qui se reflétait sur les toits de zinc. Malgré sa nuit blanche, elle se sentait étrangement alerte, comme si le tourbillon émotionnel des derniers jours avait libéré en elle une énergie nouvelle. Mathis se réveilla tôt, gazouillant joyeusement dans son lit. Cette innocence, cette capacité à vivre pleinement dans l'instant présent, sans se soucier du passé ou de l'avenir, émerveillait Sitigna chaque jour. Elle le prit dans ses bras, inspirant son odeur de bébé, cherchant dans ce contact la force dont elle avait besoin. « Qu'est-ce qu'on va faire, mon cœur ?» murmura-t-elle tandis qu'elle lui donnait son biberon. « Est-ce qu'on doit laisser papa revenir dans nos vies ?» Mathis la fixait de ses grands yeux curieux, comme s'il comprenait la gravité de la question. Sitigna sourit malgré elle. « Tu as raison, c'est à moi de décider, pas à toi, mais je te promets que je ferai toujours ce qui est le mieux pour toi. » Après avoir préparé Mathis pour la journée, elle l'installa dans son parc et appela sa mère. Il était temps d'avoir une conversation franche. « Maman, c'est moi. Il faut qu'on parle. » Eliane semblait s'attendre à cet appel. « C'est à propos de Thomas, n'est-ce pas? Il est venu te voir. Tu savais qu'il reviendrait? C'est toi qui as envoyé cette photo à ses parents ?» Un soupir résonna à l'autre bout de la ligne. « Oui, ma chérie, je sais que tu m'en veux probablement. »« Mais je ne t'en veux pas, maman, » l'interrompit Sitigna, surprise de constater que c'était vrai. « Je veux juste comprendre pourquoi. Parce que Mathis a le droit de connaître ses origines, son histoire familiale, et aussi parce que je voyais à quel point tu luttais, malgré ta fierté et ton courage. Un enfant, ça s'élève à deux, Sitigna, et si Thomas était prêt à assumer ses responsabilités, même tardivement... » Sitigna sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais comment? Savoir s'il ne va pas nous abandonner à nouveau? Comment lui faire confiance? On ne peut jamais être sûr de rien dans la vie, ma chérie. Même les personnes qu'on croit connaître parfaitement peuvent nous surprendre, dans le bon comme dans le mauvais sens. » Eliane marqua une pause. « Mais une chose est certaine, la rancœur est un poison qui fait plus de mal à celui qui le porte qu'à celui contre qui il est dirigé. » Ces paroles résonnèrent profondément en Sitigna. Sa mère avait raison, bien sûr. La colère qu'elle nourrissait contre Thomas, aussi justifiée soit-elle, pesait lourdement sur son cœur, l'empêchant peut-être d'avancer pleinement. « Je ne dis pas que tu dois lui pardonner, ou lui faire de nouveau confiance immédiatement, » poursuivit Eliane. « Juste que tu pourrais lui donner l'occasion de prouver qu'il a changé tout en restant prudente. Pour Mathis, mais aussi pour toi-même. » Après avoir raccroché, Sitigna prit une décision. Elle contacta Thomas et lui proposa un arrangement. Il pourrait voir Mathis régulièrement, sous sa supervision au début, et contribuer financièrement à son éducation. En échange, il s'engagerait à être constant dans sa présence, pas de visites sporadiques ou d'enthousiasme passager qui s'éteindrait dès que la nouveauté serait passée. Thomas accepta ces conditions avec une gratitude évidente. Les semaines suivantes virent s'établir une routine étrange, mais fonctionnelle. Thomas venait voir Mathis plusieurs fois par semaine, apprenant maladroitement à s'occuper de son fils, à comprendre ses besoins, à gagner sa confiance. Sitigna observait ces interactions avec un mélange de méfiance et d'espoir prudent. Un soir de juillet, alors que la canicule s'était momentanément atténuée, permettant enfin d'ouvrir les fenêtres pour laisser entrer un peu d'air frais, Thomas ramena Mathis après une courte promenade au parc voisin. C'était la première fois que Sitigna lui permettait d'emmener leur fils seul, bien que pour une durée limitée et dans un périmètre restreint. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, scrutant le visage de Mathis à la recherche du moindre signe de détresse. « Bien », répondit Thomas avec un sourire timide. « Il a adoré les canards du bassin. Et il a fait sensation auprès d'un groupe de mamies qui trouvaient que c'était tellement touchant de voir un jeune papa s'occuper si bien de son petit garçon. » Il y avait une note d'autodérision dans sa voix qui surprit Sitigna. Le Thomas qu'elle avait connu était toujours si sûr de lui, si peu enclin à l'autocritique. Ce changement subtil l'intriguait.
Elle ne savait pas que c'était ta première sortie solo, remarqua-t-elle avec un léger sourire. Non, et je n'ai pas jugé utile de leur préciser que je rattrapais le temps perdu. Il baissa les yeux, soudain sérieux. Merci de m'avoir fait confiance aujourd'hui, Cytinia. Je sais que ce n'était pas facile pour toi. Elle haussa les épaules, essayant de minimiser l'importance de ce petit pas. Mathis a besoin de son père dans sa vie. Je ne fais que ce qui est juste pour lui. Et pour toi? La question était douce, prudente, comme s'il craignait de franchir une limite invisible. Pour moi? Cytinia réfléchit un instant. Je ne sais pas encore. J'essaie simplement de naviguer dans cette situation au jour le jour. Thomas hocha la tête, acceptant cette réponse. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il hésita, puis sortit une petite enveloppe de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais... » Méfiante, Cytinia prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau pour un salon de beauté réputé du quartier. « Ce n'est pas... Je ne cherche pas à t'acheter ou quoi que ce soit, » s'empressa d'expliquer Thomas, voyant son expression. « C'est juste que... Tu t'occupes si bien de Mathis, tu travailles si dur. Je me suis dit que tu méritais peut-être un moment rien qu'à... » « Toi ?» Cytinia resta sans voix. Ce geste si simple mais si attentionné la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle s'était accordé un moment de plaisir égoïste, un instant où elle n'était ni mère, ni employée, ni rédactrice freelance, mais simplement Cytinia. « Merci », dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est très gentil de ta part. » Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire sincère. « De rien. Bonne nuit, Cytinia. » Après son départ, elle resta longtemps immobile, contemplant la petite carte dorée entre ses doigts. Ce n'était qu'un massage et une coupe de cheveux, mais cela symbolisait quelque chose de plus profond, la reconnaissance de son identité au-delà de son rôle de mère, la validation de ses sacrifices et de ses efforts. Plus tard, cette nuit-là, berçant Mathis qui s'était réveillé en pleurant, Cytinia se demanda si, peut-être, Thomas avait réellement changé, ou s'il jouait simplement un rôle, celui du père et de l'ex-compagnon repenti, pour apaiser sa propre culpabilité. Seule, le temps pourrait le dire. En attendant, elle resterait vigilante, protégeant son cœur et celui de son fils contre une potentielle nouvelle déception. Le petit appartement était silencieux, hormis le léger ronflement de Mathis qui s'était rendormi. Dehors, Paris, et brillait de mille feux, la ville-lumière vivant sa vie nocturne insouciante. Cytinia se sentit soudain très seule, mais aussi étrangement libre. Pour la première fois depuis l'abandon de Thomas, elle envisageait la possibilité d'un avenir où elle ne porterait plus seule tout le poids de la responsabilité parentale. C'était un changement infime, un minuscule ajustement dans sa vision du monde, mais il contenait le potentiel d'une transformation plus profonde. Tout comme les premières lueurs de l'aube promettent un nouveau jour, ce moment de réalisation silencieuse annonçait peut-être une nouvelle phase dans sa vie, une où le pardon, lent, progressif, conditionnel, pourrait trouver sa place. L'été laissa place à l'automne, puis l'automne céda au froid mordant de l'hiver parisien. Mathis avait maintenant près d'1 an et demi et se transformait chaque jour davantage en un petit être doté d'une personnalité affirmée. Il faisait ses premiers pas maladroits, prononçait quelques mots et manifestait une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. La situation avec Thomas avait évolué de manière progressive mais constante. Il s'était révélé fiable dans ses visites et ses contributions financières, respectant scrupuleusement les limites fixées par Cytinia. Peu à peu, elle lui avait accordé plus de temps seul avec Mathis, d'abord des après-midi, puis des journées entières. À sa grande surprise, Thomas s'était révélé être un père attentif et patient, cherchant sincèrement à créer un lien avec son fils. Un samedi de décembre, alors que Paris se parait de décorations de Noël et que les vitrines des grands magasins attiraient les foules de touristes et de locaux, Cytinia se préparait pour une journée rare, une journée
entièrement pour elle. Thomas devait garder Mathis jusqu'au soir, et Gisèle lui avait donné son samedi, insistant pour qu'elle profite de ce temps libre. « Tu as des projets pour aujourd'hui ?» demanda Gisèle en l'aidant à rassembler les affaires de Mathis pour sa journée avec Thomas. « J'ai rendez-vous avec une amie de l'université que je n'ai pas vue depuis des mois, » répondit Cytinia avec un sourire enthousiaste. « On va déjeuner ensemble, puis peut-être faire un peu de shopping. Rien d'extraordinaire. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu une journée complète sans responsabilité. » Gisèle sourit avec bienveillance. « Tu le mérites amplement, ma petite. Profite de chaque instant. » La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Thomas. Cytinia alla ouvrir, tenant Mathis par la main. Le petit garçon poussa un cri de joie en reconnaissant son père et se précipita vers lui en titubant. « Papa !» s'écria-t-il, levant les bras pour être soulevé. Thomas l'attrapa et le fit tournoyer dans les airs, provoquant un éclat de rire qui réchauffa le cœur de Cytinia. Ces moments de bonheur simple lui rappelaient pourquoi elle avait décidé de donner une seconde chance à Thomas, non pas pour elle-même, mais pour ces instants de joie pure qu'il apportait à leur fils. « Bonjour » dit Thomas en lui adressant un sourire chaleureux. « Prêt pour notre journée d'aventure, champion ?» Mathis acquiesça vigoureusement, déjà impatient de partir. Cytinia lui donna quelques instructions de dernière minute. L'heure de la sieste, les aliments à éviter, les signes à surveiller s'il commençait à être fatigué, que Thomas écouta avec attention, bien qu'il les connût déjà par cœur. « Et n'oublie pas son doudou pour la sieste », ajouta-t-elle en glissant le petit lapin en peluche râpé dans le sac. « Je sais, Cytinia, » dit doucement Thomas. « Tout se passera bien. Profite de ta journée, tu l'as plus que mérité. » Il y avait une sincérité dans ses yeux qui la toucha. Ces derniers mois, quelque chose avait changé entre eux. Pas un retour à leur ancienne relation. Trop d'eau avait coulé sous les ponts pour cela, mais l'émergence d'une nouvelle dynamique basée sur un respect mutuel et un objectif commun, le bien-être de Mathis. « Merci », dit-elle simplement. Puis se penchant vers Mathis, « Sois sage avec papa, mon cœur, maman reviendra ce soir. » Après leur départ, Cytinia se retrouva seule dans l'appartement silencieux. C'était un silence différent de celui qui l'avait accablé après le départ de Thomas 1 an plus tôt. Non pas un silence d'abandon et de désespoir, mais un silence paisible, choisi, temporaire. Elle prit son temps pour se préparer, savourant la liberté de ne pas avoir à se dépêcher. Elle enfila une jolie robe qu'elle n'avait pas portée depuis des mois, se maquilla avec soin et laissa ses cheveux tomber librement sur ses épaules, au lieu de les attacher en queue de cheval pratique comme elle le faisait habituellement. Se regardant dans le miroir, elle ne vit pas seulement une mère ou une travailleuse acharnée, mais une jeune femme de 24 ans avec toute la vie devant elle. Cette réalisation la frappa avec force. Malgré les épreuves, malgré les sacrifices, elle n'avait pas perdu son identité propre. Elle l'avait simplement mise en veilleuse, temporairement, pour se consacrer à son rôle le plus important. Sa journée avec son amie Léa fut exactement ce dont elle avait besoin. Des conversations légères, entrecoupées de confidences plus profondes, des rires spontanés, des boutiques parcourues sans se soucier de l'heure ou des contraintes pratiques. Pour quelques heures, elle redevint l'étudiante insouciante qu'elle avait été avant que sa vie ne prenne ce tournant inattendu. « Tu as l'air bien », remarqua Léa alors qu'elles étaient attablées dans un café chaleureux du Marais. « Vraiment ? Bien, je veux dire, plus sereine que la dernière fois que je t'ai vue. Je me sens mieux, » admit Cytinia. « Les choses se sont stabilisées. Thomas est différent, plus mature, plus fiable. Et entre vous, il y a quelque chose ?» Cytinia secoua la tête. « Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes des coparents. C'est tout. Des amis, peut-être, à certains moments. Mais il a brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé simplement. Tu lui en veux encore ?» Elle réfléchit à cette question, cherchant la réponse au fond d'elle-même. Je ne sais pas si en vouloir est le bon terme, je ne lui fais plus confiance de la même façon, c'est certain. Mais la colère, elle s'est atténuée. Elle ne me consume plus comme avant. Léa hocha la tête compréhensive.
C'est déjà énorme. Le pardon n'efface pas le passé, il te permet juste d'avancer sans être prisonnier de la douleur. » Ces paroles résonnèrent en Cythina longtemps après leur séparation. En rentrant chez elle ce soir-là, marchant dans les rues illuminées par les décorations de Noël, elle médita sur cette idée de pardon. Peut-être était-ce cela, le véritable cadeau qu'elle pouvait s'offrir, non pas oublier la trahison de Thomas, mais l'empêcher de définir son futur et celui de son fils. Lorsqu'elle arriva à l'appartement, elle fut accueillie par une scène qui la figea sur le seuil. Thomas et Mathis, endormis ensemble sur le canapé-lit, un livre d'images ouvert sur leurs genoux. La télévision diffusait en sourdine un dessin animé de Noël, projetant des lueurs colorées sur leurs visages paisibles. Mathis avait niché sa tête dans le creux de l'épaule de son père, ses petits doigts agrippant fermement le t-shirt de Thomas. Dans cette image simple, Cythina vit toutes les possibilités de leur avenir. Non pas un retour à leur ancienne vie, mais la création de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais potentiellement tout aussi précieux. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation où il a fallu pardonner un abandon similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les mois passèrent, rythmés par les saisons parisiennes et les progrès constants de Mathis. Le petit garçon développait jour après jour sa personnalité unique, mélange fascinant des traits de ses deux parents, la curiosité intellectuelle et la sensibilité artistique de Cythina, la sociabilité naturelle et l'énergie débordante de Thomas. À 2 ans, il parlait déjà remarquablement bien, charmant les clients de la boutique avec son babillage incessant et ses questions interminables. Gisèle l'adorait et le gâtait sans retenue, lui rapportant régulièrement de petits cadeaux et des friandises, malgré les protestations de Cythina qui craignait qu'il ne devienne capricieux. « Laisse-moi le privilège d'être une grand-mère de substitution », répondait invariablement Gisèle avec un clin d'œil complice. « C'est mon rôle de le gâter et le tien de l'éduquer. » La boutique prospérait, et Cythina avait été promue responsable adjointe, gérant désormais les commandes et une partie de la comptabilité. Ses talents en communication s'étaient avérés précieux pour développer la présence en ligne de Les Petits Trésors, attirant une clientèle plus large et diversifiée. Parallèlement, elle continuait ses missions de rédaction freelance, se spécialisant dans les contenus pour sites web d'entreprises locales. Cette stabilité professionnelle et financière lui avait permis d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Elle avait même commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois, dans l'espoir de pouvoir un jour offrir à Mathis un appartement, un plus grand, peut-être même avec un petit jardin ou une terrasse où il pourrait jouer librement. Thomas, de son côté, avait tenu parole. Non seulement il s'était montré constant dans son implication auprès de Mathis, mais il avait aussi repris ses études d'ingénieur, déterminé à construire une carrière stable qui lui permettrait de contribuer significativement à l'avenir de son fils. Il avait trouvé un petit appartement à quelques rues de chez Cythina, facilitant les visites régulières et les échanges de garde. Leur relation avait évolué vers un partenariat fonctionnel basé sur le respect mutuel et une communication honnête. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des désaccords sur les méthodes d'éducation, des moments de tension quand de vieilles blessures ressurgissaient inopinément. Mais ils avaient appris à naviguer ces eaux troubles pour le bien de Mathis. Un vendredi soir d'avril, alors que Paris se parait des premières floraisons printanières, Thomas vint chercher Mathis pour son week-end habituel avec lui. Mais cette fois, il semblait nerveux, presque hésitant, ce qui intrigua Cythina. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, tandis que Mathis courait chercher son sac à dos dinosaure, cadeau récent de son père. « Oui, oui », répondit Thomas un peu trop rapidement, puis se ravisant. « En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Pas maintenant, évidemment, mais peut-être quand je ramènerai Mathis dimanche ?» Cythina sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Ces mots « il faut qu'on parle » avaient toujours présagé des moments difficiles dans sa vie. « C'est grave, il y a un problème ?»
Non, rien de grave, la rassura Thomas. C'est juste quelque chose d'important que j'aimerais discuter avec. Oh, toi, sans Mathis dans les parages? Sitigna le regarda attentivement, essayant de déchiffrer son expression. Il semblait nerveux, mais pas angoissé, ce qui la rassura un peu. D'accord, dimanche soir alors. Mathis revint en courant, son sac à dos fermement attaché sur ses petites épaules. Prêt, papa? Allez, champion, on y va. Dis au revoir à maman. Mathis se jeta dans les bras de Sitigna, lui plantant un baiser mouillé sur la joue. À dimanche, maman. Je t'aime grand comme le ciel. Je t'aime encore plus grand, répondit-elle en le serrant fort contre elle. Après leur départ, Sitigna se retrouva seule avec ses pensées et ses interrogations. Que voulait lui dire Thomas? S'agissait-il d'un problème concernant Mathis? Ou peut-être voulait-il modifier leur arrangement de garde partagé? Ces questions tournaient en boucle dans sa tête tandis qu'elle préparait son dîner. Pour se changer les idées, elle appela Gisèle, qui l'invita immédiatement à venir dîner chez elle. La soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse, entre discussions légères et conseils bienveillants. Gisèle avait ce don de comprendre les préoccupations de Sitigna sans qu'elle ait besoin de les exprimer explicitement. Quoi que Thomas veuille te dire, conclut Gisèle en lui servant une dernière tasse de thé, rappelle-toi à quel point tu es forte. Tu as traversé le pire toute seule, et maintenant tu as des personnes qui te soutiennent, qui t'aiment. Quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seule pour y faire face. Ces paroles réconfortantes accompagnèrent Sitigna tout au long du week-end, durant lequel elle tenta de se distraire en faisant du ménage, des courses et en travaillant sur quelques projets de rédaction en retard. Malgré ses efforts, l'appréhension persistait, comme une ombre légère mais tenace. Le dimanche soir arriva finalement. Thomas ramena Mathis comme prévu, le petit garçon débordant d'enthousiasme, racontant en détail leur sortie au zoo et la glace gigantesque qu'il avait eu le droit de manger. « Va ranger tes affaires, mon cœur », dit Sitigna, après avoir écouté son récit. « Ensuite, tu pourras regarder un dessin animé avant le bain. » Une fois Mathis occupé, Sitigna se tourna vers Thomas. « Alors, de quoi voulais-tu me parler ?» Il inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « J'ai reçu une proposition d'emploi, un très bon poste dans mon domaine, avec des perspectives d'évolution. »« C'est formidable !» l'interrompit Sitigna, soulagé. « Félicitations !»« Maman, merci, mais il y a un hic. Le poste est à Lyon. » Lyon, à près de 500 kilomètres de Paris, loin de Mathis, loin de leur arrangement soigneusement élaboré. Sitigna sentit son cœur se serrer. « Je vois, » dit-elle simplement, essayant de masquer sa déception. « Quand partirais-tu ?»« C'est là que ça se complique, » poursuivit Thomas, nerveux. « J'ai beaucoup réfléchi et je ne veux pas accepter ce poste si cela signifie m'éloigner de Mathis. Ces 2 dernières années ont été transformatrices. Je ne veux pas redevenir le père absent que j'ai été. » Sitigna ne s'attendait pas à cette réponse. Elle avait anticipé qu'il lui annoncerait son départ, qu'il lui expliquerait comment il pourrait organiser des visites moins fréquentes, mais plus longues, mais pas qu'il envisagerait de refuser une opportunité professionnelle pour rester près de son fils. « Tu refuserais ce poste ?» demanda-t-elle, incrédule. « Pas nécessairement. En fait, j'ai pensé à une autre solution. » Il hésita, cherchant ses mots. « Je me demandais si tu envisagerais, si vous pourriez, toi et Mathis, venir à Lyon aussi. » La suggestion la prit totalement au dépourvu. Déménager à Lyon, quitter Paris, son travail chez les Petites Trésors, Gisèle, la stabilité qu'elle avait si durement construite. « Thomas, je ne peux pas simplement tout quitter. »« Je sais, dit-il rapidement. C'est beaucoup demandé, mais écoute-moi au moins. Lyon est une belle ville, moins chère que Paris. Avec mon nouveau salaire, je pourrais vous aider à vous installer confortablement. Tu pourrais continuer ton travail de freelance et peut-être même trouver un poste similaire à celui que tu as maintenant. » « Ce n'est pas si simple, » protesta Sitigna. « Il y a Gisèle qui a été comme une mère pour nous. Il y a l'école de Mathis qu'il commencera bientôt. Ma vie est ici, Thomas. » Il hocha la tête, compréhensif, mais déterminé. « Je comprends tout ça. Et je ne te demande pas de décider maintenant.
Juste d'y réfléchir, de voir si c'est une possibilité, parce que sinon... Sinon quoi? Sinon je refuserai le poste, je resterai à Paris, même si cela signifie renoncer. À cette opportunité, cette déclaration laissa Cythina sans voix. L'ancien Thomas, celui qui avait fui ses responsabilités au milieu de la nuit, n'aurait jamais envisagé de faire un tel sacrifice. Cette réalisation fit naître en elle un sentiment étrange, mélange de respect, de culpabilité et de confusion. « Laisse-moi y réfléchir », dit-elle finalement. « C'est une décision importante qui affectera Mathis. Je ne peux pas te donner une réponse immédiate. » « Bien sûr, » acquiesça Thomas. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je dois donner ma réponse dans 3 semaines, mais peu importe ta décision, sache que ma priorité reste Mathis, et son bonheur est indissociable du tien. » Sur ces mots, il lui dit au revoir, embrassant une dernière fois Mathis avant de partir. Cythina resta longtemps immobile après son départ, l'esprit en ébullition. Déménager à Lyon représentait un bouleversement majeur, un saut dans l'inconnu. Mais refuser cette possibilité signifierait peut-être priver Mathis d'une occasion de voir son père s'épanouir professionnellement, de comprendre l'importance de poursuivre ses rêves. Plus troublante encore était la réalisation que Thomas était prêt à sacrifier cette opportunité pour rester présent dans la vie de son fils. Ce geste, plus que tous ses efforts des 2 dernières années, prouvait à quel point il avait changé, à quel point il prenait désormais ses responsabilités au sérieux. Que déciderait-elle? La réponse n'était pas simple, et les jours à venir s'annonçaient remplis de questionnements et de doutes. Mais une chose était certaine, quelle que soit sa décision, elle la prendrait en pensant d'abord au bonheur de Mathis, comme elle l'avait toujours fait depuis qu'elle s'était retrouvée seule avec lui, ce jour fatidique où tout avait commencé. Que va-t-il se passer maintenant? Cythina acceptera-t-elle de déménager à Lyon? Thomas osera-t-il lui avouer ses véritables sentiments? La suite dans le prochain chapitre. Les jours suivants furent difficiles pour Cythina. Elle pesait le pour et le contre, imaginant sa vie à Lyon, puis se rappelant tout ce qu'elle devrait abandonner à Paris. Chaque option semblait comporter son lot de sacrifices et d'incertitudes. Un matin, alors qu'elle ouvrait la boutique avec Gisèle, elle se décida enfin à partager son dilemme avec celle qui était devenue bien plus qu'une simple patronne ou propriétaire. « Lyon ?» répéta Gisèle surprise. « C'est un sacré changement. » « Je sais, » soupira Cythina. « C'est pour ça que je suis si perdue. D'un côté, ce serait bien pour Mathis d'avoir son père à proximité, surtout si Thomas s'épanouit dans ce nouveau travail. De l'autre, nous avons construit quelque chose ici, une stabilité, un réseau. » Gisèle l'observa un moment, son regard empreint de sagesse et d'affection. « Tu sais ce qui me frappe dans tout ça? C'est que tu parles beaucoup de Mathis. Beaucoup. De Thomas, mais très peu de toi-même. » Cette remarque désarçonna Cythina. « Que veux-tu dire? » ?»« Je veux dire, qu'est-ce que tu veux, toi, Cythina? Pas en tant que mère de Mathis ou ex-compagne de Thomas, mais en tant que jeune femme de 25 ans, avec toute la vie devant elle. » La question résonna profondément en elle. Qu'est-ce qu'elle voulait, réellement? Depuis si longtemps, ses propres désirs, ses propres ambitions, avaient été relégués au second plan, éclipsés par les besoins plus urgents de son fils et les défis quotidiens de la survie. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi. »« Alors c'est peut-être par là qu'il faut commencer, » suggéra doucement Gisèle. « Parce que tu ne peux pas prendre une décision aussi importante uniquement en fonction des autres. Ta vie compte aussi, Cythina, tes rêves, tes aspirations. » Ces paroles accompagnèrent Cythina tout au long de la journée. Le soir venu, après avoir couché Mathis, elle s'installa à sa petite table, avec un carnet et un stylo. Sur une page, elle écrivit en haut « Paris », sur l'autre « Lyon ». Puis, elle commença à noter non pas les avantages pour Mathis ou pour Thomas, mais pour elle-même. À Paris, elle avait un emploi stable qu'elle aimait, une patronne compréhensive, un appartement abordable, la familiarité d'une ville qu'elle connaissait bien.
Mais il y avait aussi le rythme effréné, le coût de la vie élevé, les longues distances à parcourir chaque jour. Lyon représentait l'inconnu, mais aussi de nouvelles possibilités. Une ville réputée pour sa qualité de vie, sa taille plus humaine, sa proximité avec la nature. Peut-être pourrait-elle y développer sa carrière de freelance, peut-être même suivre cette formation en marketing digital qu'elle avait toujours repoussée faute de temps et de moyens. Et puis, il y avait Thomas. Leur relation avait évolué vers un partenariat respectueux centré sur le bien-être de Mathis. Mais parfois, dans certains moments de calme, quand ils riaient ensemble d'une bêtise de leur fils ou partageaient un café après une sortie au parc, Cytinia sentait quelque chose d'autre, une connexion qu'elle s'efforçait d'ignorer. Les sentiments qu'elle avait eus pour lui n'avaient pas totalement disparu. Ils s'étaient transformés, mûris, complexifiés par les épreuves traversées. Déménager à Lyon, être plus proche de lui quotidiennement, risquait de raviver ses sentiments. Était-elle prête à prendre ce risque? Et surtout, était-ce vraiment ce qu'elle voulait? La réponse ne vint pas immédiatement. Mais en contemplant les deux listes, Cytinia réalisa quelque chose d'important. Elle avait passé tellement de temps à survivre qu'elle en avait oublié de se projeter, de rêver, d'aspirer à plus que la simple stabilité. Le lendemain, elle prit une décision qui la surprit elle-même. Elle décida d'aller visiter Lyon avant de se prononcer. Thomas accueillit cette initiative avec enthousiasme, proposant de s'occuper de Mathis pendant qu'elle ferait le voyage. « Prends le temps qu'il te faut », insista-t-il. « C'est important que tu puisses te faire une idée par toi-même, sans pression. » Le week-end suivant, Cytinia monta dans un TGV en direction de Lyon, un mélange d'appréhension et d'excitation au creux du ventre. C'était la première fois depuis la naissance de Mathis qu'elle s'éloignait autant de lui, et cette liberté temporaire avait quelque chose d'à la fois grisant et déstabilisant. Lyon l'accueillit sous un soleil radieux. Elle avait réservé une chambre dans un petit hôtel du Vieux Lyon et passa la journée à explorer les Traboules, à monter jusqu'à Fourvière, à flâner le long des quais de Saône. La ville avait un charme indéniable, une douceur de vivre qui contrastait avec l'agitation parisienne. Le deuxième jour, elle visita plusieurs quartiers résidentiels, notant les prix des loyers, effectivement plus abordables qu'à Paris, repérant les écoles, les parcs, les commerces. Elle s'arrêta dans un café pour consulter les offres d'emploi locales sur son ordinateur portable et fut agréablement surprise par le dynamisme du marché du travail lyonnais dans son domaine. Le soir, assise à la terrasse d'un restaurant, avec vue sur la ville illuminée, Cytinia fut frappée par une certitude soudaine. Elle pourrait être heureuse ici. Pas seulement survivre, mais véritablement s'épanouir. Cette réalisation fut comme une clé qui déverrouillait une porte longtemps fermée dans son esprit. Elle appela Thomas, qui attendait anxieusement de ses nouvelles. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir retenue. « Je pense que je pourrais envisager de venir m'installer ici, » répondit-elle lentement. « Pas immédiatement, et il y aurait beaucoup de détails à régler, mais... Oui, c'est une possibilité réelle. » Le soupir de soulagement à l'autre bout de la ligne était presque palpable. « Je suis tellement heureux de l'entendre. Je promets de faire tout ce que je peux pour que cette transition soit aussi facile que possible pour toi et Mathis. » Ce ne sera pas facile pour autant, tempéra Cytinia. Il y a Gisèle qui va me manquer terriblement. Il y a mon travail à la boutique. Et puis, il faudra expliquer tout ça à Mathis. On prendra le temps qu'il faut, assura Thomas. On fera les choses bien. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôtel, Cytinia contempla le plafond en pensant à l'avenir qui se dessinait. Ce serait un nouveau départ, un nouveau chapitre dans leur histoire mouvementée, mais cette fois, contrairement à ce jour, terrible, où elle avait trouvé la note de Thomas à côté d'un tiroir à moitié vide, elle n'affronterait pas ce changement seule et désespérée. Elle le ferait forte de ses expériences, entourée de personnes qui se souciaient d'elle, et surtout, elle le ferait par choix. La décision n'était pas encore définitive.
Il restait de nombreux détails à régler, des discussions à avoir, des préparatifs à faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, Cythina regardait vers l'avenir avec autre chose que de l'appréhension. Elle y voyait des possibilités, des opportunités, peut-être même une forme de bonheur qu'elle avait cru hors d'atteinte. En rentrant à Paris le lendemain, son cœur était plus léger, comme si une partie du fardeau qu'elle portait depuis l'abandon de Thomas s'était dissipée, remplacée par quelque chose de nouveau, l'espoir. Annoncer la nouvelle à Gisèle fut l'une des choses les plus difficiles que Cythina ait jamais eu à faire. Assises ensemble dans l'arrière-boutique, une tasse de thé à la main, les deux femmes partageaient un moment de calme avant l'ouverture du magasin. « Tu vas me manquer terriblement, ma petite », dit Gisèle, après avoir écouté la décision de Cythina. Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, juste une tristesse sincère mêlée de compréhension. « Toi aussi, tu vas me manquer », répondit Cythina, les larmes aux yeux. « Tu as été tellement plus qu'une patronne ou une propriétaire. Tu as été une famille pour nous quand nous en avions le plus besoin. » Gisèle lui prit la main avec affection. « Et je le serai toujours. Lyon n'est pas si loin, tu sais. Il y a des trains, il y a le téléphone. Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir provisoire. Tu viendras nous voir? On pourrait te préparer la chambre d'amis. » « Bien sûr que je viendrai. Tu crois que je vais laisser mon petit Mathis oublier sa Gisèle ?» Elle essuya discrètement une larme. « Et puis, il sera peut-être temps pour moi de prendre un peu de recul avec la boutique. J'ai toujours rêvé de voyager plus. » Cette conversation, bien qu'émotionnellement chargée, renforça la conviction de Cythina qu'elle prenait la bonne décision. Gisèle, avec sa sagesse habituelle, lui rappela que les véritables liens n'étaient pas une question de proximité géographique, mais d'amour et d'engagement. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Thomas accepta officiellement le poste à Lyon et commença à chercher un appartement qui conviendrait à Cythina et Mathis, idéalement à proximité du sien pour faciliter la garde partagée. Cythina, de son côté, donna son préavis à la boutique et commença à préparer Mathis à l'idée du déménagement. « On va aller habiter dans une nouvelle ville, mon cœur », expliqua-t-elle un soir, alors qu'ils étaient blottis ensemble pour l'histoire du coucher. « Non, ça s'appelle Lyon. C'est là que papa va travailler maintenant. »« Papa vient avec nous ?» demanda Mathis, ses grands yeux s'illuminant. « Pas exactement. Papa aura sa maison et nous aurons la nôtre. Mais on sera tout près les uns des autres, donc tu pourras voir papa beaucoup plus souvent. » Mathis réfléchit à cette information, son petit visage sérieux. « Et Gisèle, elle vient aussi ?» La question innocente serra le cœur de Cythina. « Non, mon amour, Gisèle reste à Paris, mais elle viendra nous voir et nous irons la voir aussi. Ce sera comme des vacances spéciales. »« Je veux pas partir sans Gisèle, » déclara Mathis, sa lèvre inférieure tremblant dangereusement. Cythina le prit dans ses bras, le berçant doucement. « Je sais que c'est difficile, mon cœur. Moi aussi, ça me rend triste de partir loin de Gisèle. Mais parfois, dans la vie, on doit faire des choix qui sont un peu tristes au début, mais qui nous rendent plus heureux après. Comme quand on enlève un pansement, ça fait mal un petit peu et après ça va mieux. » Elle sourit à cette comparaison enfantine, mais étonnamment pertinente. « Exactement comme ça. Et tu sais quoi? À Lyon, il y a un grand parc avec un lac, et même un zoo. On pourra y aller souvent. » Cette perspective sembla apaiser Mathis, et bientôt il s'endormit, serrant contre lui son doudou lapin. Cythina resta un moment à le regarder dormir, admirant sa capacité d'adaptation et son innocence. Les enfants vivaient tellement dans le présent, acceptant les changements avec une résilience que les adultes leur enviaient souvent. Juin arriva, marquant le début de l'été et la date prévue pour leur déménagement. Thomas avait trouvé un charmant appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, avec 2 chambres, un salon lumineux et même un petit balcon. Il était situé à 10 minutes à pied de son propre logement, et à proximité d'une école maternelle réputée pour Mathis.
La veille du grand jour, Gisèle organisa une petite fête d'adieu à la boutique. Tous les employés étaient là, ainsi que quelques clients réguliers qui avaient vu Mathis grandir au fil des ans. Il y avait des gâteaux, des boissons, des rires, mais aussi des larmes discrètement essuyées. À Sitigna et Mathis porta un toast Gisèle, levant son verre. Que cette nouvelle aventure vous apporte tout le bonheur que vous méritez. Et à les petites trésors, ajouta Sitigna, qui a été bien plus qu'une boutique pour nous, un véritable foyer. Plus tard, cette nuit-là, après avoir bordé Mathis, Sitigna contempla une dernière fois le petit appartement au-dessus de la boutique. Les cartons étaient empilés contre les murs, prêts à être chargés dans le camion de déménagement le lendemain matin. L'espace semblait à la fois familier et étrangement impersonnel, comme si l'âme du lieu s'était déjà envolée, ne laissant que des souvenirs et des échos. Tant de choses s'étaient passées entre ces murs, des nuits d'angoisse et de solitude, après le départ de Thomas, des matins d'espoir quand elle avait commencé à travailler pour Gisèle, des moments de joie pure quand Mathis avait fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots, des discussions difficiles mais nécessaires avec Thomas après son retour. Cet appartement avait été témoin de sa transformation, de jeune mère désemparée à femme forte et indépendante, capable de prendre des décisions courageuses pour son avenir et celui de son fils. En le quittant, elle tournait définitivement une page, fermait un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau, rempli d'incertitudes, mais aussi de promesses. Le lendemain matin, le camion de déménagement partit tôt, emportant leurs possessions vers leur nouvelle vie. Thomas était venu les aider, s'occupant de Mathis, pendant que Sitigna gérait les derniers détails administratifs. Gisèle les accompagna jusqu'à la gare, où ils prendraient le TGV pour Lyon. Sur le quai, les adieux furent émouvants mais brefs. Gisèle serra Mathis contre elle, lui promettant de venir le voir très bientôt. Puis elle étreignit Sitigna, lui murmurant à l'oreille « Sois heureuse, ma petite, tu le mérites plus que quiconque. » Le train s'ébranla, emmenant la petite famille vers sa nouvelle destination. Assis côte à côte, Sitigna et Thomas échangèrent un regard chargé d'émotions complexes, appréhension, espoir, détermination, et peut-être quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'était encore prêt à nommer. Entre eux, Mathis s'était déjà endormi, son petit corps balancé par le rythme du train, son visage paisible témoignant de cette confiance absolue que seuls les enfants peuvent avoir en l'avenir. Pour lui, ce voyage n'était qu'une aventure de plus dans une vie qui commençait à peine. Pour Sitigna, c'était bien plus. C'était la preuve qu'elle avait survécu à l'épreuve la plus difficile de sa vie, qu'elle avait non seulement tenu bon, mais qu'elle avait grandi à travers cette adversité. Et maintenant, elle choisissait d'avancer, non pas poussée par la nécessité ou la peur, mais guidée par l'espoir et la possibilité d'un avenir meilleur. Le train filait à travers la campagne française, laissant Paris derrière lui, se dirigeant vers Lyon et tout ce que cette ville représentait. Un nouveau départ, une seconde chance et peut-être même le début d'une guérison. Les premiers jours à Lyon furent un mélange d'excitation et de désorientation. Tout était nouveau. Les rues, les sons, les odeurs, les visages. Sitigna se sentait parfois comme une touriste dans sa propre vie, découvrant avec émerveillement les traboules du vieux Lyon, les marchés colorés des quais de Saône et les vues spectaculaires depuis la colline de Fourvière. L'appartement, une fois leurs affaires déballées et installées, devint rapidement un havre de paix. Mathis s'appropria sa nouvelle chambre avec enthousiasme, surtout après que Thomas eut aidé à peindre un mur entier en bleu ciel et à installer des étagères en forme de nuages pour ses jouets. Cette collaboration entre Sitigna et Thomas pour créer un environnement stable et heureux pour leur fils s'étendait à tous les aspects de leur nouvelle vie. Ils établirent une routine qui permettait à Mathis de passer du temps avec chacun de ses parents, tout en maintenant une constance rassurante. Les mercredis et un week-end sur 2 chez papa, le reste du temps chez maman, mais avec de fréquentes activités tous ensemble. Pique-niques au parc de la Tête d'Or, balades à vélo le long du Rhône, visites au marché des Halles Paul Bocuse.
Pour Sitigna, l'adaptation professionnelle fut plus progressive. Elle continua d'abord ses missions de rédaction freelance à distance, tout en explorant le marché de l'emploi lyonnais. C'est lors d'une rencontre de networking qu'elle fit la connaissance de Marion, propriétaire d'une petite agence de communication spécialisée dans les entreprises locales et l'économie sociale et solidaire. Le courant passa immédiatement entre les deux femmes. Marion, impressionnée par le portfolio et l'expérience de Sitigna, lui proposa d'abord quelques missions ponctuelles, qui se transformèrent rapidement en une collaboration plus régulière, puis en une offre d'emploi à temps partiel. 3 jours par semaine à l'agence, le reste en télétravail, expliqua Marion. Ça te permettrait de garder une flexibilité pour ton fils tout en rejoignant une équipe dynamique. Qu'en penses-tu? L'offre était trop belle pour être refusée. Le travail était stimulant, l'équipe chaleureuse et bienveillante, et les horaires parfaitement compatibles avec sa vie de mère. Pour la première fois depuis des années, Sitigna sentait qu'elle pouvait réellement concilier vie professionnelle et vie personnelle sans avoir l'impression de sacrifier l'une pour l'autre. Thomas, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau poste d'ingénieur. Le stress et l'amertume qui avaient marqué son visage lors de son retour dans leur vie s'étaient progressivement effacés, remplacés par une confiance tranquille et une joie de vivre communicative. Il prenait son rôle de père très au sérieux, ne manquant jamais une réunion à la crèche de Matisse, participant activement à toutes les décisions concernant son éducation et son bien-être. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur les berges de la Saône, Thomas invita Sitigna à dîner après avoir accompagné Matisse chez elle. C'était devenu une habitude occasionnelle. Partager un repas ensemble après une journée passée en famille, discuter des progrès de leur fils, planifier les semaines à venir. Mais ce soir-là, l'atmosphère semblait différente. Thomas paraissait nerveux, jouant distraitement avec son verre de vin, évitant parfois son regard. « Tout va bien ?» demanda finalement Sitigna, intrigué par son comportement inhabituel. « Oui, oui !» répondit-il rapidement, avant de se raviser. « En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. » Ces mots, si similaires à ceux qu'il avait prononcés avant de lui annoncer sa proposition d'emploi à Lyon, firent naître une légère appréhension en Sitigna. « Je t'écoute. » Thomas prit une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. « Ces derniers mois à Lyon ont été incroyables. Te voir t'épanouir ici, voir Matisse heureux, pouvoir être présent dans vos vies quotidiennement, c'est plus que je n'aurais jamais osé espérer après ce que j'ai fait. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je sais que notre histoire est compliquée, je sais que je t'ai fait souffrir d'une manière impardonnable, mais je voulais que tu saches que mes sentiments pour toi n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont changé. Évolué, mûri peut-être, mais ils sont toujours là. » Sitigna sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle avait toujours su que cette conversation viendrait un jour, mais elle s'était efforcée de ne pas y penser, de se concentrer uniquement sur leur coparentalité fonctionnelle. « Thomas, l'interrompit-il doucement. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Que tu comprennes pourquoi je suis parfois maladroit ou nerveux en ta présence. Et surtout, je voulais te dire que je n'attends rien en retour. Notre arrangement actuel me comble déjà de bonheur. » Sitigna le regarda longuement, observant les changements subtils dans ce visage qu'elle avait autrefois tant aimé. Les lignes d'inquiétude qui s'étaient creusées pendant son absence s'étaient adoucies. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat, celui qui l'avait séduite lors de leur première rencontre à l'université. « Thomas, je ne peux pas te mentir, » dit-elle finalement. « Il y a des moments où je me surprends à imaginer ce que serait notre vie si nous formions de nouveau une famille traditionnelle. Pour Matisse, bien sûr, mais aussi pour nous. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes pour exprimer la complexité de ses sentiments. « Mais j'ai tellement peur. Peur de te faire confiance à nouveau. Peur d'être blessé, peur de perturber l'équilibre que nous avons réussi à créer. » Thomas hocha la tête, compréhensif. « Je comprends cette peur, je la mérite, et je ne te demande pas de prendre
Un risque que tu n'es pas prête à prendre. Alors que suggères-tu? Demanda-t-elle, curieuse de connaître ses intentions. Je suggère que nous continuions exactement comme nous le faisons maintenant, que nous prenions le temps, que nous apprenions à nous redécouvrir, non pas comme coparents ou ex-conjoints, mais comme les personnes que nous sommes devenues à travers ces épreuves. Cette proposition, si respectueuse de son espace et de ses hésitations, toucha Cythina, plus profondément qu'une déclaration passionnée. L'ancien Thomas, impulsif et centré sur lui-même, n'aurait jamais eu cette patience, cette considération pour ses sentiments. « J'aimerais ça, » admit-elle, avec un petit sourire. « Prendre le temps, voir où la vie nous mène, sans pression, sans attentes excessives. C'est tout ce que je demande, » répondit-il, visiblement soulagé. Ils terminèrent leur dîner dans une ambiance plus légère, parlant de Matisse, de leurs travaux respectifs, de cette nouvelle ville qu'ils découvraient ensemble. Mais quelque chose avait changé, subtilement mais indéniablement. Une porte s'était entr'ouverte, laissant entrevoir une possibilité que Cythina n'avait pas osé envisager jusqu'alors. Les mois passèrent, marqués par les saisons lyonnaises, l'automne doré le long des quais, l'hiver froid mais lumineux, le printemps explosant de couleurs dans les parcs et jardins. Matisse grandissait à vue d'œil, commençant l'école maternelle avec enthousiasme, développant sa propre personnalité, mélange fascinant des traits de ses deux parents. Cythina et Thomas continuaient leur danse prudente, se redécouvrant lentement, partageant de plus en plus de moments en dehors de leur rôle parental. Un café après avoir déposé Matisse à l'école, un dîner occasionnel quand il dormait chez ses grands-parents venus en visite, une exposition qu'ils visitaient ensemble pendant que leur fils passait l'après-midi chez un ami. Gisèle venait régulièrement les voir, s'émerveillant des progrès de Matisse et observant avec un sourire entendu l'évolution de la relation entre Cythina et Thomas. « Vous avez tous les deux tellement changé, » remarqua-t-elle un jour. « C'est comme si l'adversité vous avait sculpté, révélant votre véritable nature. » Un dimanche de mai, presque un an après leur déménagement à Lyon, ils décidèrent d'emmener Matisse en excursion dans les monts du Lyonnais. La journée était parfaite. Soleil éclatant, légère brise, pique-nique au bord d'un ruisseau où Matisse s'amusa à construire des petits barrages avec des cailloux. En fin d'après-midi, épuisé par tant d'aventures, le petit garçon s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour. Thomas conduisait tranquillement, tandis que Cythina regardait défiler le paysage, savourant la sérénité du moment. « À quoi penses-tu » demanda doucement Thomas, lui jetant un coup d'œil curieux. « Je pensais à quel point la vie est étrange, » répondit-elle pensive. « Il y a 2 ans, j'étais seule avec un bébé, terrifié, ne sachant pas comment j'allais survivre au lendemain. Et maintenant, nous sommes ici, dans cette belle région, avec Matisse qui s'épanouit, des emplois que nous aimons. » « Des regrets ?» s'enquit-il, une légère tension dans la voix. « Non, » répondit-elle sans hésitation. « Des cicatrices, oui, des leçons apprises difficilement, mais pas de regrets. Chaque épreuve m'a conduite ici, à ce moment précis, et je ne voudrais être nulle part ailleurs. » Ces paroles semblèrent toucher Thomas profondément. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Cythina, il porta Matisse toujours endormi jusqu'à son lit, le borda avec tendresse, puis rejoignit Cythina dans le salon. « Je devrais y aller, » dit-il, bien que son expression indiquât clairement qu'il n'en avait pas envie. Cythina hésita un instant, puis prit une décision. « Tu pourrais rester. Pour dîner, je veux dire. J'ai préparé trop de lasagne hier, et... »« J'adorerais, » répondit-il simplement. Ce soir-là, assis sur le canapé après le repas, une tasse de thé à la main, ils parlèrent longuement, plus ouvertement qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Des erreurs du passé, des peurs qui les habitaient encore parfois, des espoirs qu'ils nourrissaient pour l'avenir. « Tu sais, ce qui me fait le plus peur, » confessa Cythina, « c'est que tout ceci, notre vie à Lyon, notre coparentalité harmonieuse, cette connexion que nous retrouvons, que tout ceci ne soit qu'un mirage, que demain, ou dans un mois, ou dans un an, quelque chose se brise à nouveau. » Thomas posa sa tasse et prit doucement sa main. « Je ne peux pas te promettre
que tout sera toujours parfait. Personne ne le peut. Mais je peux te promettre ceci. Je ne fuirai plus jamais mes responsabilités. Je ne vous abandonnerai plus jamais, Mathis et toi. Même si un jour tu décidais que tu ne veux plus de moi dans ta vie, autrement que comme le père de Mathis. Cette promesse, prononcée avec une telle conviction, fit tomber une dernière barrière dans le cœur de Cythinia. Se penchant lentement vers lui, elle l'embrassa, un baiser doux, hésitant, chargé de toutes les émotions contradictoires qu'elle ressentait. Lorsqu'ils se séparèrent, Thomas la regardait avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. « J'ai rêvé de ce moment, » murmura-t-il, sans jamais vraiment croire qu'il pourrait arriver. « Moi non plus, » admit-elle, « mais peut-être que c'est ça la véritable force. Savoir que nous avons traversé le pire ensemble, séparément, et que nous en sommes sortis plus forts, plus sages. » Ce soir-là marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur histoire. Non pas un simple retour à ce qu'ils avaient été, mais la création de quelque chose de nouveau, construit sur les fondations solides de leur expérience partagée, de leurs erreurs reconnues, de leur amour pour leur fils, et petit à petit, de leur amour renaissant l'un pour l'autre. Ils prirent leur temps, avançant prudemment, respectant leur zone de confort et leurs limites mutuelles. Ils attendirent plusieurs mois avant d'expliquer à Mathis que papa et maman se redécouvraient, plusieurs mois encore avant que Thomas ne passe occasionnellement la nuit chez Cythinia. 1 an plus tard, ils décidèrent d'emménager ensemble dans une maison avec un petit jardin en périphérie de Lyon. Mathis, désormais âgé de 4 ans, accueillit cette nouvelle avec une joie sans borne, bien qu'il insistât pour garder ses 2 chambres, une chez maman-papa et une chez papa quand je veux. La vie n'était pas toujours facile. Il y avait des disputes, des moments de doute, des ajustements constants. Mais cette fois, ils affrontaient ces défis ensemble, avec la maturité et la résilience que seule l'adversité pouvait leur avoir enseigné. Gisèle vint les visiter pour célébrer leur emménagement, apportant avec elle un cadeau précieux, l'ancienne enseigne des petits trésors qu'elle avait fait restaurer et transformer en une magnifique applique murale pour leur salon. « Pour que vous n'oubliez jamais d'où vous venez, dit-elle en les serrant tous les 3 dans ses bras, et à quel point vous avez été courageux pour arriver jusqu'ici. » Cette nuit-là, après avoir couché Mathis, Cythinia sortit dans le petit jardin où Thomas installait des lumières solaires le long du chemin. La nuit était douce, le ciel parsemé d'étoiles au-dessus de leur nouveau foyer. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, remarquant son regard contemplatif. Elle sourit, songeant au chemin parcouru depuis ce jour terrible où elle avait trouvé sa note d'adieu. « Pas simplement heureuse, » répondit-elle, « en paix, reconnaissante, et tellement, tellement plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. » Thomas l'enlaça tendrement, embrassant ses cheveux. « Tu as toujours été forte, Cythinia. C'est moi qui ai dû apprendre à l'être. » Ensemble, ils regardèrent les étoiles, savourant la plénitude de ce moment, conscients que leur bonheur actuel n'était pas un hasard ou un coup de chance, mais le fruit de leur persévérance, de leur courage et de leur capacité à pardonner aux autres et à eux-mêmes. La route avait été longue et semée d'embûches, mais elle les avait conduits exactement là où ils devaient être, réunis, plus forts, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.